Le service public peut-il résister à l'atomisation des services ? Le modèle est bien celui du réseau, d'une communauté donc ubérisée. Les individus sont en lien avec d'autres individus, puis d'autres individus, etc. Donc on pourrait se dire, tout va bien. Il reste du public. En tout cas, il y a du nombre. Simplement, nous le savons, un nombre d'individus ne suffit pas à faire du public. C'est même le b.a.-ba de la philosophie politique. Et voire même parfois, même s'il y a de très belles choses, par exemple Wikipédia, parce qu'on pourrait croire que là je suis la vieille dame qui critique, etc. Mais Wikipédia, c'est très très bien, c'est un mélange de collaboration, d'individus qui travaillent ensemble, et donc c'est positif en un certain sens. Simplement, ce que je veux dire, c'est que c'est pas du service public, et donc ça va forcément créer la disparition même de l'idée de public. C'est ce à quoi je pense il faut s'intéresser. Alors, il y a un livre de deux jeunes gens qui s'appellent Clément Berthelet et Laura Le Tourneau, que je trouve très optimiste, et qui s'appelle « Ubérisons l'État avant que d'autres ne s'en chargent ». Alors, de leur point de vue, finalement, l'ubérisation conduit à un service public mieux adapté. Donc, vous voyez, je vous présente leur point de vue qui n'est pas le mien. Ils pensent qu'il est mieux adapté parce qu'il sera à la carte, en fait. Alors, leur grande idée, c'est l'idée que, par exemple, là où il manque de médecins, on va créer des bus. Vous savez, les bus qui vont se déplacer dans les villages. Et en fonction des demandes, en fait, on va pouvoir répondre comme ça, des sortes d'Uberbus, je ne sais pas comment on va les appeler. Mais voilà, c'est le même principe, en fait. Grâce, tout ça, à la numérisation, bien sûr. Enfin, voilà. Grâce à la plateformisation de tous nos besoins. Cependant, on oublie le caractère public du service public quand on dit ça. C'est-à-dire, on ne peut pas confondre le service public avec le privé, même si le privé est massif. C'est-à-dire que l'idée du service public, c'est qu'il est là même quand on n'en a pas besoin, en fait. Il n'est pas là pour correspondre à un besoin individuel, il est là au cas où. Il est là de manière permanente, de manière à assurer une sécurité sociale, publique, commune. Et donc, du coup, voilà, je suis pas d'accord avec ces jeunes gens. Et donc, je leur retournerai l'argument d'Hannah Arendt, extrêmement traditionnel, on va dire, hein, qui explique comment finalement la société contemporaine, moderne, puis contemporaine, peut nous conduire progressivement. Enfin, un des pans de notre société, avec, à l'époque, évidemment, elle parlait pas de la numérisation, parce que c'était impossible, elle est morte il y a bien trop longtemps, mais avec certaines transformations liées aussi au monde du travail, eh bien, elle voyait arriver l'idée d'une privatisation du monde public. C'est-à-dire que, en fait, il y a bien des choses qui se passent, nous vivons bien des choses ensemble, mais nous ne vivons pas des choses qui concernent le public ou le général ou l'intérêt général. C'est-à-dire qu'on va confondre, comme dirait Rousseau, la somme des intérêts particuliers avec l'intérêt général. Et donc, il y a une confusion aussi au niveau de ce que c'est que la proximité, de ce que c'est que l'autre en soi. L'autre en soi, c'est l'universel en soi. C'est pas mes amis Facebook, vous voyez. Alors, Facebook, pour ça, c'est un cas d'école, par exemple, parce que c'est vraiment public, et en même temps, c'est que du privé. Alors, on voit bien ce mélange. Alors, Monique Dagneau, qui est une sociologue qui a beaucoup travaillé sur cette question de l'ubérisation, a écrit un livre très intéressant qui s'appelle « Comment l'esprit collaboratif change le monde ». Et elle parle de l'esprit californien. Elle analyse cette hybridation privée-publique en montrant qu'en fait, c'est très compliqué en fait d'avoir du recul aujourd'hui, et que en fait, c'est surtout un phénomène, cette hybridation, par laquelle elle va caractériser l'ubérisation. Eh bien, c'est en train de se faire, et qu'en fait, elle dit, finalement, on peut encore faire des choses, évidemment. Enfin, on peut toujours faire des choses, mais on peut soit créer un système tout à fait innovant, avec des possibilités de solidarité entre les individus et des vraies collaborations. Alors, par exemple, elle donne l'exemple d'un supermarché collaboratif, le premier en France qui s'est ouvert à Paris, qui s'appelle La Louve, où là, les gens font le supermarché, c'est-à-dire choisissent les produits, choisissent les prix, choisissent tout, en fait. Donc là, effectivement, on peut se dire que c'est extrêmement intéressant, que c'est une belle utopie, que ça va dans le bon sens. Et en même temps, force est d'admettre que ubérisation, et ça mon troisième point, le masque d'Uber, n'est-ce pas, c'est aussi quand même beaucoup de précarité, beaucoup de précarisation, et on peut même parler d'un nouveau...
Il y a même un nouveau concept, il y a les fameux Turkers. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, alors excusez mon accent. Les Turkers, en fait, c'est les petites mains de l'économie numérique et qui vont être employées notamment par Amazon pour faire tout ce que les machines ne peuvent pas faire, en fait. Alors là, c'est une inversion assez incroyable, assez fascinante, c'est-à-dire que plutôt que ce soit les machines qui nous aident, là, c'est des petites mains partout dans le monde qui vont rafistoler les petits soucis